et Public Sénat. Donc bonjour l'UAIO, on est ravis de vous recevoir avec Gilles Leclerc. Tout à l'heure, Guillaume Tabar disait avec sa malice habituelle que pour le Front National, vous n'étiez plus le poison mortel de l'UMP au lendemain de cette bipolarisation. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez ce matin ? Écoutez, pour nous, je vais dire, c'est une renaissance. En 2007, nous avions fait 4,2%. Aujourd'hui, nous faisons 14%. C'est donc, voilà, nous sommes installés. Ce n'est pas un vote de protestation ou de crise, comme l'ont dit à l'envi les commentateurs. C'est bien un vote aujourd'hui de conviction. Mais il y a un recul par rapport à la présidentielle, comme c'était le cas pour Jean-Marie Le Pen. Il y a toujours eu un recul qui est dû à l'effet mécanique de ce mode de scrutin et au contexte des élections législatives. Le majoritaire à deux tours favorise les grands partis et les gens en place, et il est très difficile de contester leur leadership. On y arrive quand même. Regardez le score de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Justement, avant que je passe la parole à Gilles, vous espérez combien d'élus au deuxième tour ce matin, raisonnablement? Écoutez, entre 1 et 3 nous avons 61 triangulaires ou duels. On espère bien faire rentrer le maximum d'élus. Il est vrai que notre chance la plus favorable, je pense, à mon avis, c'est évidemment Marine à Hénin-Beaumont, 42%. Elle crée une dynamique et je pense que ce sera jouable. Pour le reste, ça dépend beaucoup du contexte et de cette fin de campagne. Collard. Il reste une semaine de campagne. Gilbert Collard est très bien placé, il est en tête. Il est dans le Gard et dans le Vaucluse, donc il y a Marion Maréchal. Marion Maréchal. Il y a aussi notre candidate face au président de la région socialiste, Michel Vauzel, qui est très bien placé. Et là, je pense que pour faire barrage au président de la région socialiste, il se trouvera quand même des personnes pour le faire. Vous diriez combien ce matin ? C'est vous qui avez mouliné les chiffres toute cette nuit. Oui, bon, mouline, mais vous ne pouvez pas savoir dans des triangulaires comment va se passer le deuxième tour avec 50% d'abstention, ou pratiquement dans certains endroits. Donc la mobilisation du deuxième tour va être très importante pour le résultat final. Ce matin, et c'est pour ça que nous allons embrayer avec Gilles, encore une fois, j'entendais Alain Juppé sur une radio dire qu'il n'y aura pas d'accord avec le Front National. Ce ne sont pas les mêmes valeurs, le même avenir, les mêmes accords politiques. Il a bien appris sa leçon. Gilles Leclerc. Justement, sur ce point, vous venez de dire que vous lancez un appel à la mobilisation. J'imagine que ça s'adresse au-delà de l'électorat traditionnel du Front National. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin à l'électorat UMP, l'UMP qui doit d'ailleurs réunir aujourd'hui son bureau politique? À l'électorat UMP, qu'un député UMP de plus, ça ne servirait pas à grand-chose. Ils ont perdu l'élection, ils n'auront pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et de faire élire un député socialiste ou UMP aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Faire rentrer au moins un député du Front National, ça aurait un impact, je veux dire, symbolique pour la démocratie française, car on imagine quand même mal comment un électorat qui pèse, on va dire, entre 14 et 18% ne soit pas représenté à l'Assemblée. Est-ce que localement, vous savez qu'il y a peut-être éventuellement des contacts entre l'UMP local et le Front National? Mais si vous voulez, ce n'est pas des contacts, c'est que nous nous connaissons dans les départements, et il y a des élus locaux de l'UMP qui ne comprennent pas les fatwas de l'état-major UMP qui continuent à dire pas de discussion, alors que sur le terrain, nous partageons la même opposition à l'encontre d'un parti socialiste, le plus souvent sectaire et démagogique. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une contradiction entre l'annonce, l'effet d'annonce et puis la réalité sur le terrain. Est-ce que vous allez cibler un certain nombre de personnalités UMP, ex-ministres, éventuellement Il voudrait des noms, oui. Voilà, Écoutez, par exemple, vous l'aviez dit d'ailleurs à l'époque, je pense dans l'Essonne, par exemple à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait écrit un ouvrage assez sévère à votre égard. Est-ce que vous allez donner des consignes de vote, par exemple, pour la faire perdre? Mais écoutez, d'abord, nous avons un bureau politique cet après-midi qui décidera de tout ça, mais poser la question, c'est y répondre. C'est-à-dire donc, c'est-à-dire oui. Il y a des gens Madame Kosciusko-Morizet. C'est un exemple que je prenais. Madame Kosciusko-Morizet a fait de son adversaire principal le Front National et Marine Le Pen. On voit mal comment et par quel miracle nous pourrions aujourd'hui appeler à lui sauver, entre guillemets, sa tête. Voilà, elle est dans un ballottage très difficile, mais comme elle a de grandes idées, qu'elle est très intelligente, elle est, je crois, polytechnicienne, il faut qu'elle nous fasse la preuve de son intelligence. Donc ça va être une machine à défaire au cas par cas. Le Bureau National de cet après-midi, si vous allez prendre les circonscriptions, je vais vous dire, celui-là, boum. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit, nous mesurons quand même la portée aujourd'hui du pouvoir à la gauche dans toutes les strates des institutions de la République, et nous ne prenons pas ça avec le sourire. Nous sommes aussi des gens responsables, et au cas par cas, effectivement, nous pourrons décider de l'inverse. Mais alors, Louis Alliot, il y a quand même une question fondamentale qui, si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, vous avez fait perdre Nicolas Sarkozy. C'est vous qui le dites, ça. Non, mais enfin, c'est quand même le Non, mais c'est trop facile de dire ça. Non. Alors, je veux dire avec point d'interrogation. La question qui se pose, c'est au fond, le Front National, depuis qu'il existe, a une envie de plus en plus forte de participer à la vie politique. Or, pour l'instant, si c'est un match de foot entre le PS et l'UMP cet après-midi, vous êtes sur le bord du terrain.
Vous savez, j'ai joué au rugby pendant 10 ans, Oui, il arrive que vous soyez au bord du terrain pendant un petit Mais ça moment. fait des années Mais maintenant. Alors à quoi ça sert le Front National, là- à part faire perdre la droite? Contrairement à ce qu'on peut croire, je pense, moi, que le Front National aujourd'hui avec Marine Le Pen n'en est qu'à ses débuts. Nous sommes dans une phase de reconstruction, d'implantation. Demain, nous allons avoir les moyens, justement, de bâtir un appareil solide et implanté localement. Et je pense qu'il faudra regarder à l'avenir le Front National avec d'autres yeux que ceux d'aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez, par exemple, changer de nom, changer de stratégie. C'est une stratégie qui sera en discussion avec les instances dirigeantes, mais pas seulement. Il y a la formation des cadres, il y a l'implantation et puis surtout la préparation des élections locales, car on s'est aperçu, et on le savait déjà, que les candidats implantés font évidemment des scores supérieurs aux autres. Donc vous avez l'envie de participer à la vie politique, mais reconnaissez encore une fois ce matin que c'est une nouvelle élection qui passe et vous serez sur le banc de touche. Bon, on est sur le Je banc de m'adresse touche. au rugbyman maintenant. On est sur le banc de touche, oui et non. Écoutez, Marine Le Pen, 18% à la présidentielle. Le Front National... Mais Front- peut-être à un député... 14... Oui, mais ça, c'est les magouilles des états-majors. Quand le Parti socialiste Non, fait c'est le des scrutin. alliances... Non, le Parti socialiste fait des alliances contre nature, par exemple, avec le Front de gauche, avec des conséquences notables. Le Front de gauche fait croire à des braves gens que le SMIC va être à 1 700 €. On sait aujourd'hui que le SMIC augmentera de 0,7% et qu'ils auront 11 € peut-être supplémentaires. Ça s'appelle prendre les électeurs pour des imbéciles. L'UMP fait pareil dans tout un tas de domaines. Pourquoi voudriez-vous que nous passions des accords avec des états-majors et des partis politiques avec lesquels nous ne partageons pas l'ensemble des idées qui pour nous sont importantes? Gilles Leclerc. Par exemple, pour Marine Le Pen, si on regarde bien les chiffres, pour qu'elle puisse gagner, il faut qu'elle puisse mordre sur l'électorat du premier tour de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat populaire par exemple. Donc vous allez lancer là aussi, ou elle va lancer un appel vers cet Comment électorat-là. les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui ont entendu tout ce qu'ils ont entendu sur le Parti socialiste, corruption, magouilleur, responsable de la misère sur le terrain, pourraient voter demain pour le candidat du Parti socialiste? Moi, je n'y crois pas. La seule réalité aujourd'hui, la seule force qui s'impose dans le Pas-de-Calais face justement au système PS, c'est le Front National et c'est Marine Le Pen, c'est évident. On a le sentiment qu'une partie de l'électorat de droite n'est pas totalement hostile, peut-être même bien au contraire, à une alliance avec le Front National. Donc qu'est-ce que vous allez faire pendant 5 ans? Rencontrer Copé, discuter avec Fillon, voir ce qui peut se passer? Quel est celui, par exemple, avec lequel vous avez le sentiment que peut-être quelque chose peut évoluer? Pour l'instant, aucun. Ils sont dans la stratégie de Jacques Chirac, du cordon sanitaire. Donc je pense qu'ils y resteront. D'ailleurs, pour des... Et donc vous attendez 5 ans pour la prochaine présidentielle? Nous attendons pas ces cas. Nous allons parler aux électeurs et nous allons continuer à peser sur le terrain, notamment déjà en lançant l'opération pour bâtir des listes municipales dans beaucoup de villes moyennes de notre pays et pour peser à l'avenir justement sur ces élections nationales. Est-ce que vous notez tout de même une évolution de la part de l'UMP? Quand on écoutait bien Jean-François Copé hier, même s'il y a un bureau politique aujourd'hui, il était plutôt dans la stratégie du nini. Ça n'est pas non plus ce qu'on a appelé à une certaine époque le Front républicain. J'ai même remarqué M. Fillon, qui est au-delà du nini, qui n'appellera pas à voter socialiste s'il y a un candidat du Donc, Front de gauche. Est-ce que pour vous, c'est une évolution? Mais c'est la de la part de pression qui va l'état-major de l'UMP. plus les candidats du Front National feront de voix, plus la pression populaire sera forte et plus les états-majors seront obligés de s'interroger, y compris à gauche d'ailleurs. Ils ne vont pas pouvoir continuer à diaboliser le Front National et on va dire allez 20% de la population comme ça sans impunité. Mais est-ce que vous souhaitez finalement à terme une alliance ou au contraire les remplacer? Nous souhaitons... Il faut bien avoir un objectif. Nous souhaitons peser sur la ligne politique. Si c'est pour faire des alliances, encore une fois, et faire la politique de l'UMP qui a été pratiquée pendant 5 ans par M. Sarkozy, ça ne servirait à rien. Si c'est pour bâtir une autre Europe plus sociale, plus protectrice, si c'est pour retrouver la sécurité dans nos quartiers, si c'est pour moins d'immigration, si c'est pour moins d'impôts, à ce moment-là, effectivement, on pourra discuter. Mais en l'état actuel des choses, notre seul socle commun, finalement, c'est l'antisocialisme et l'anticommunisme. Mais pour le reste, et sur les idées, il n'y a pas, je dois dire, matière à faire de programme commun. Gilles Leclerc. À propos des idées et du contexte, l'Europe a donné son feu vert en versant 100 milliards d'euros aux banques espagnoles. Si vous aviez été au pouvoir, est-ce que vous auriez aidé l'Espagne ou pas du tout? Non, nous aurions demandé une conférence européenne pour rebâtir l'Europe sur des fondements beaucoup plus protectionnistes et notamment se poser la question
du maintien de cette économie ultralibérale. Et on voit bien qu'on a payé pour la Grèce, aujourd'hui on paie pour l'Espagne, mais aujourd'hui... Donc vous dites qu'il ne faut pas aider l'Espagne, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui? On dit qu'il faut sortir du système parce que c'est... Mais là, il y a une urgence. C'est un puits sans fond. On va aider l'Espagne, donc on donne un signal au marché pour calmer tout le monde. Et demain, on aidera qui? Peut-être l'Espagne à nouveau. Mais nous n'avons plus les moyens de soutenir ces économies qui sont défaillantes, et au premier chef duquel, la nôtre d'ailleurs. Est-ce que vous déplorez le fait qu'il n'y ait pas de représentant officiel du gouvernement français à l'euro, puisque ce soir ça démarre, France-Angleterre? Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée, ou est-ce que c'est une mauvaise idée ce boycott? Écoutez, je trouve que c'est dérisoire. Je veux dire, on est allé en Chine aux Jeux Olympiques. On peut protester justement contre l'incarcération de Mme Tymoshenko sans pour autant prendre tout de suite... Donc il fallait y aller. Oui, je pense que la France, les institutionnels français sont là aussi pour représenter leur pays, et le fait que la France ou que les institutionnels ne soient pas là-bas ne changera rien à la situation de cette dame. Est-ce que vous considérez à terme qu'il faudrait avoir rendez-vous avec François Hollande, puisque vous avez beaucoup déploré justement que dans la perspective des grands sommets, il n'ait pas reçu Marine Le Pen? Est-ce que vous avez l'envie à un moment d'aller discuter avec le président? Écoutez, je viens de lire que M. Hollande compte recevoir les partis politiques pour la modernisation des institutions, c'est-à-dire proportionnelle, l'affaire des parrainages qui n'est toujours pas réglée, et un certain nombre d'autres mesures. Donc je pense que s'il dit les partis politiques, le Front National étant la troisième force politique du pays, il ne pourra pas faire l'économie de nous recevoir pour discuter de ces choses importantes. Gilles Leclerc. Vous Leclerc. pensez justement des premières semaines du gouvernement Hollande, dans le style par exemple sur la simplicité, l'abaissement de la rémunération du président de la République et des ministres, sur un certain nombre de signes comme ça? Est-ce qu'au fond ça vous convient? Est-ce que vous trouvez que ce sont des bonnes choses? Moi je pense que les Français aiment les présidents et les politiques modestes. Ils n'aiment pas les fanfarons, et c'est ce qui était beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy. Pour autant, il y a les effets d'annonce et puis il y a le reste, que lorsqu'on sait que finalement le gouvernement de François Hollande coûte plus cher que le gouvernement précédent de Nicolas Sarkozy, même avec la baisse des indemnités, pour la simple et bonne raison qu'il n'a nommé que des ministres et plus nombreux. Voilà un exemple qui est un peu de tordre la vérité pour apparaître un peu comme un chevalier blanc, alors qu'il y aurait beaucoup à dire. Sur le style de gouvernance, sur la façon de faire? La présidence modeste, c'est quelque chose, je pense, qui est important. Maintenant, je pense que M. Hollande l'est, mais qu'autour de lui, il y a des gens qui ne le sont pas beaucoup. Est-ce que la mesure sur les retraites... Qui ça? Pardon. La gauche caviar, en général, on les voit. Vous avez vu M. Montebourg, qui désormais se promène avec le menton haut et qui, en toutes circonstances, a réponse à tout. Et nous voyons un certain nombre... Jacques Lang, toujours les mêmes, on les voit. Laurent Fabius. On a même appris ce qui est très extraordinaire. Réélu au premier tour. Hein. Ce qui est extra... Emmanuel Ly aussi, pour vous dire, on peut être condamné, comme quoi on peut être condamné, il y a des peines très importantes, et puis être réélu au premier tour. Mais ça, c'est la responsabilité du peuple français. On a les élus que l'on mérite, hein, et dans les Landes, ils ont les élus qu'ils méritent. Mais en ce qui concerne, on a appris par exemple que 5 députés payent l'impôt sur les grandes fortunes dans ce gouvernement. 12,5% du gouvernement de M. Hollande. Ça vous choque? Non, mais c'est marrant, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire de grandes déclarations contre les riches, et on s'aperçoit que finalement... Ils ont autant de riches à gauche qu'ils en ont à droite. Donc, et ça, c'est la seule vérité. Donc, ils contribuent à l'effort général. Oui, mais à ce moment-là, qu'ils ne jouent pas sur les mots, qu'ils ne raillent pas, qu'ils ne dénoncent pas, parce qu'ils font partie du système, voilà. Avec la majorité qu'il va probablement avoir la semaine prochaine, François Hollande va quand même être chargé de résoudre, au nom de la France, la crise en Europe. Est-ce que vous en êtes satisfait? Alors, je ne sais pas si le résultat va advenir, voilà, mais en tout cas, maintenant, c'est lui qui a la responsabilité de gérer cette crise qui est la plus grande depuis 1929. Je vais vous dire ce qu'on pense. Je pense qu'il a fait des promesses sur les bas salaires, sur l'imposition des hauts salaires. Il nous reste 30 secondes. Sur la sortie de la crise, sur un certain nombre de problèmes. Or, le système aujourd'hui européen est tellement intégré, et le système mondial est tellement intégré, qu'il n'a pas l'indépendance de ce qu'il a promis. Donc il va gérer la crise, il va gérer la décadence, il va subir la décadence que nous subissons. Et je pense que nous n'en sommes qu'au début, que la crise est à venir, et que de ce point de vue-là, nous connaîtrons des soubresauts, y compris des soubresauts démocratiques. Louis Alliot, le vice-président du Front National, était notre invité en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et du Public Sénat. Merci, bonne journée à vous, mon cher Gilles. On se retrouve demain.